Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur le canapé de Voyage au bout de la nuit pour cette nouvelle édition. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Je termine pour vous une œuvre de Marcel Proust, qu'on vous lisait précédemment, qui s'intitule Albertine disparue. Une œuvre qui, en fait, nous parle de souffrance amoureuse, puisqu'il s'agit d'Albertine qui quitte l'appartement où elle vivait en concubinage avec notre narrateur. Et celui-ci va en fait se retrouver désespéré à l'idée de ne plus jamais la revoir. Et il va donc en fait tenter de tout faire pour la récupérer, mais en vain. Et c'est là que va commencer pour lui les différentes étapes du deuil amoureux que seul le temps qui passe ne parvient à apaiser. Je vous propose qu'on termine ensemble les quelques pages qui nous restent. Avant cela, n'oubliez pas qu'il est temps pour vous, d'ores et déjà, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos questions sur l'émission. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Vous tapez #VBN. Pour l'heure, je termine Albertine disparue de Marcel Proust. Restez avec moi, on est ensemble sur D8 jusqu'au bout de la nuit. Malgré son dédain, le garçon aurait voulu savoir ce qu'il devait décider relativement à la table. Il allait faire demander au liftier de monter s'informer à l'étage, quand, avant qu'il n'en eût le temps, la réponse lui fut donnée. Il venait d'apercevoir la vieille dame qui entrait. Je n'eus pas de peine, malgré l'air de tristesse et de fatigue que donne l'apesantissement des années, et malgré une sorte d'eczéma, de lèpre rouge, qui couvrait sa figure. Le hasard fit que l'endroit où j'étais debout, en train d'examiner les vestiges d'une fresque, était le long des belles parois de marbre, exactement derrière la table où venait de s'asseoir Madame de Villeparisis. Je me demandais quel était celui de ses parents avec lequel elle voyageait et qu'on appelait Monsieur de Villeparisis, quand je vis, au bout de quelques instants, s'avancer vers la table et s'asseoir à côté de son vieil amant, Monsieur de Norpois. Son grand âge avait affaibli la sonorité de sa voix, mais donnait en revanche à son langage jadis si plein de réserve une véritable intempérance. Peut-être fallait-il en chercher la cause dans des ambitions qu'il sentait ne plus avoir grand temps pour réaliser et qui le remplissaient d'autant plus de véhémence et de fougue. Peut-être dans le fait que, laissé à l'écart d'une politique où il brûlait de rentrer, il croyait avec la naïveté de ce qu'on désire faire mettre à la retraite par les sanglantes critiques qu'il dirigeait contre eux ceux qu'il se croyait prêts de remplacer. Ainsi, voit-on des politiciens assurer que le cabinet dont ils ne font pas partie n'en a pas pour 3 jours. Il serait d'ailleurs exagéré de croire que Monsieur de Norpois avait perdu entièrement les traditions du langage diplomatique. Dès qu'il était question de grandes affaires, il se retrouvait, on va le voir, l'homme que nous avons connu. Mais le reste du temps, il s'est penché sur l'un et sur l'autre, avec cette violence sénile de certains octogénaires, et qui les jette sur les femmes à qui ils ne peuvent plus faire grand mal. Madame de Villeparisis garda pendant quelques minutes le silence d'une vieille femme, à qui la fatigue et la vieillesse a rendu difficile de remonter du ressouvenir du passé au présent. Puis dans ces questions toutes pratiques où s'empreint le prolongement d'un mutuel amour. Êtes-vous passé chez Salviati ? Oui. Enverront-ils demain ? J'ai rapporté moi-même la coupe. Je vous la montrerai après le dîner. Voyons le menu. Avez-vous donné l'ordre de bourse pour Messuez ? Non. L'attention de la bourse est retenue en ce moment par les valeurs de pétrole. C'est le compartiment en vedette. La Royal Dutch n'a pas fait un nouveau bond de 3 000 francs. Le cours de 40 000 francs est envisagé. À mon sens, il ne serait pas prudent d'attendre jusque-là. Mais il n'y a pas lieu de se presser, étant donné les excellentes dispositions du marché. Eh bien, voilà le menu. Il y a comme entrée des rougets. Voulez-vous que nous en prenions ? Moi, oui. Mais vous, cela vous est défendu.
demander à la place des risottos. Mais ils ne savent pas les faire. Eh bien, ça ne fait rien. Garçon, apportez-nous d'abord des rougets pour madame et un risotto pour moi. Un nouveau et long silence. Tenez, je vous apporte des journaux. Le Corriere della Sera, la Gazzetta del Popolo, etc. Est-ce que vous savez qu'il est fortement question d'un mouvement diplomatique dont le premier bouc émissaire serait paléologue, notoirement insuffisant, en Serbie? Il serait peut-être remplacé par Losé et il y aurait à pourvoir au poste de Constantinople. Mais s'empressa d'ajouter avec âcreté Monsieur de Norpois pour une ambassade d'une telle envergure, et où il est de toute évidence que la Grande-Bretagne devra toujours, quoi qu'il arrive, avoir la première place à la table des délibérations, il serait prudent de s'adresser à des hommes d'expérience, mieux outillés pour résister aux embûches des ennemis de notre allié britannique, que de simples diplomates de la jeune école qui donneraient tête baissée dans le panneau. La volubilité irritée avec laquelle M. de Norpois prononça ces dernières paroles venait surtout de ce que les journaux, au lieu de prononcer son nom comme il leur avait recommandé de le faire, prononçaient comme grand favori celui d'un jeune ministre des Affaires étrangères. Dieu sait si les hommes d'âge sont éloignés de ce maître, à la suite de je ne sais quelle manœuvre tortueuse au lieu et place de plus ou moins incapables recrues. J'en ai beaucoup connu de tous ces prétendus diplomates, de la méthode empirique, qui mettaient tout leur espoir sur un ballon d'essai que je ne tardais pas à dégonfler. Il est hors de doute, si le gouvernement a le manque de sagesse de remettre les rênes de l'État en des mains turbulentes, qu'à l'appel du devoir, un conscrit répondra toujours présent. Mais qui sait? Et M. de Norpois avait l'air de très bien savoir de qui il parlait. Et s'il n'en serait pas de même le jour où l'on irait chercher quelques vétérans pleins de savoir et d'ardeur. À mon sens, chacun peut avoir sa manière de voir. Le poste de Constantinople ne devrait être accepté qu'après un règlement de nos difficultés pendantes avec l'Allemagne. Nous ne devons rien à personne. Il est inadmissible que tous les 6 mois, on vienne nous réclamer par des manœuvres dolosives et à notre corps défendant je ne sais quel quitus, toujours mis en avant par une presse de sportules. Il faut que cela finisse. Et naturellement, un homme de haute valeur qui a fait ses preuves, un homme qui aurait, si je puis dire, l'oreille de l'empereur Guillaume, jouirait de plus d'autorité pour mettre le point final au conflit. Un monsieur qui finissait de dîner salua monsieur de Norpois. « Ah, mais c'est le prince Foggy, dit le marquis. »« Je ne sais pas au juste qui vous voulez dire, soupira madame de Villeparisis. Mais parfaitement, si, c'est le prince Odon. C'est le propre beau-frère de votre cousine d'Oudeville. Vous vous rappelez bien que j'ai chassé avec lui à Bonnétable. Ah, Odon, c'est celui qui faisait de la peinture. Mais pas du tout, c'est celui qui a épousé la sœur du grand-duc N. Monsieur de Norpois disait tout cela sur le ton assez désagréable d'un professeur mécontent de son élève et de ses yeux bleus regardaient fixement madame de Villeparisis. Quand le prince eut fini son café, quitta sa table, monsieur de Norpois se leva, marcha avec empressement vers lui, et d'un geste majestueux, il s'écarta, en s'effaçant lui-même, le présenta à madame de Villeparisis, et pendant les quelques minutes que le prince demeura avec eux, monsieur de Norpois ne cessa un instant de surveiller madame de Villeparisis de sa pupille bleue par complaisance ou sévérité de vieil amant, plutôt dans la crainte qu'elle ne se livrât à un des écarts de langage qu'il avait goûté, mais qu'il redoutait. Dès qu'elle disait au prince quelque chose d'inexact, il rectifiait le propos et fixait des yeux la marquise, accablée et docile avec l'intensité continue d'un magnétiseur. Un garçon vint me dire que ma mère m'attendait. Je la rejoignis et m'excusai auprès de madame Sazera en disant que cela m'avait amusé de voir madame de Villeparisis. À ce nom, madame Sazera pâlit et sembla près de s'évanouir, cherchant à se dominer. Madame de Villeparisis, mademoiselle de Bouillon, me dit-elle, oui. Est-ce que je ne pourrais pas l'apercevoir une seconde?
C'est le rêve de ma vie. Alors ne perdez pas trop de temps, madame, car elle ne tardera pas à avoir fini de dîner. Mais comment peut-elle tant vous intéresser ? Madame de Villeparisis, c'était en premières noces la duchesse d'Havre, belle comme un ange, méchante comme un démon, qui a rendu fou mon père, l'a ruiné et abandonné, aussitôt après. Eh bien, elle a beau avoir agi avec lui comme la dernière des filles, avoir été cause que j'ai dû, moi et les miens, vivre petitement à Combray, maintenant que mon père est mort. Ma consolation, c'est qu'il ait aimé la plus belle femme de son époque, et comme je ne l'ai jamais vue, malgré tout, ce sera une douceur. Je menai Madame Sazera, tremblante d'émotion, jusqu'au restaurant, et je lui montrai Madame de Villeparisis. Mais comme les aveugles qui dirigent leurs yeux ailleurs où il faut, Madame Sazera n'arrêta pas ses regards à la table où dînait Madame de Villeparisis et cherchant un autre point de la salle. Mais elle doit être partie. Je ne vois pas où vous me dites. Elle cherchait toujours, poursuivant la vision détestée, adorée, qui habitait son imagination depuis si longtemps. Mais si, à la seconde table, c'est que nous ne comptons pas à partir du même point. Moi, comme je compte la seconde table, c'est une table où il y a eu seulement, à côté d'un vieux monsieur, une petite bossue, rougeaude, affreuse. C'est elle. Cependant, Madame de Villeparisis, ayant demandé à Monsieur de Norpois de faire asseoir le prince Foggy, une aimable conversation suivit entre eux trois. On parla politique. Le prince déclara qu'il était indifférent du reste au sort du cabinet et qu'il resterait encore une bonne semaine à Venise. Il espérait que d'ici là, toute crise ministérielle serait évitée. Le prince Foggy crut au premier instant que ces questions de politique n'intéressaient pas Monsieur de Norpois, car celui-ci, qui jusque-là s'était exprimé avec tant de véhémence, s'était mis, soudain, à garder un silence presque angélique, qui semblait ne pouvoir s'épanouir si la voix revenait qu'en un chant innocent et mélodieux de Mendelssohn ou de César Franck. Le prince pensait aussi que ce silence était dû à la réserve d'un Français qui, devant un Italien, ne veut pas parler des affaires de l'Italie. Or, l'erreur du prince était complète. Le silence, l'air d'indifférence était resté chez Monsieur de Norpois. Non la marque de la réserve, mais le prélude coutumier d'une immixtion dans des affaires importantes. Le marquis n'ambitionnait rien, moins que Constantinople avec un règlement préalable des affaires allemandes, pour lequel il comptait forcer la main au cabinet de Rome. Le marquis jugeait en effet que de sa part, un acte d'une portée internationale pouvait être le digne couronnement de sa carrière, peut-être même le commencement de nouveaux honneurs, de fonctions difficiles auxquelles il n'avait pas renoncé. Car la vieillesse nous rend d'abord incapables d'entreprendre, mais non de désirer. Ce n'est que dans une troisième période que ceux qui vivent très vieux ont renoncé au désir, comme ils ont dû abandonner l'action. Ils ne se présentent même plus à des élections futiles où ils tentèrent si souvent de réussir, comme celle de président de la République. Ils se contentent de sortir, de manger, de lire les journaux. Ils se survivent à eux-mêmes. Le prince, pour mettre le marquis à l'aise et lui montrer qu'il le considérait comme un compatriote, se mit à parler des successeurs possibles du président du Conseil actuel. Successeurs dont la tâche serait difficile. Quand le prince Foggy eut cité plus de 20 noms d'hommes politiques qui lui semblaient ministrables, noms que l'ancien ambassadeur écouta, les paupières à demi abaissées sur ses yeux bleus et sans faire un mouvement, Monsieur de Norpois rompit enfin le silence pour prononcer ces mots qui devaient pendant 20 ans alimenter la conversation des chancelleries et ensuite, quand on les crut oubliés, être exhumés par quelque personnalité signant un renseigné ou Testis ou Machiavelli dans un journal où l'oubli même où ils étaient tombés leur vaut le bénéfice de faire à nouveau sensation.
Donc, le prince Foggy venait de citer plus de 20 noms, devant le diplomate, aussi immobile et muet comme sourd, quand Monsieur de Norpois leva légèrement la tête, et dans la forme où avaient été rédigées ses interventions diplomatiques, les plus grosses de conséquence, quoique, cette fois-ci, avec une audace accrue et une brièveté moindre, demanda finement. « Est-ce que personne n'a prononcé le nom de Monsieur Jollity ?» À ces mots, les écailles tombèrent des yeux du prince Foggy. Il entendit un murmure céleste, et puis aussitôt Monsieur de Norpois se mit à parler de choses et autres. Ne craignit pas de faire quelque bruit, comme lorsque la dernière note d'une sublime aria de Bach est terminée. On ne craint plus de parler à haute voix, d'aller chercher ses vêtements au vestiaire. Il rendit même la cassure plus nette en priant le prince de mettre ses hommages aux pieds de leur majesté, le roi et la reine, quand ils auraient l'occasion de les voir. Phrase de départ qui correspondait à ce qu'est, à la fin d'un concert, ces mots hurlés, le cocher Auguste de la rue Bellois. Nous ignorons quelles furent exactement les impressions du prince Foggy. Il était assurément ravi d'avoir entendu ce chef-d'œuvre. Et Monsieur Jollity, est-ce que personne n'a prononcé son nom? Car Monsieur de Norpois, chez qui l'âge avait éteint ou désordonné les qualités les plus belles, en revanche, avait perfectionné, en vieillissant, ses brefs airs de bravoure, comme certains musiciens âgés, en déclin pour tout le reste, acquièrent jusqu'au dernier jour pour la musique de chambre une virtuosité parfaite qu'ils ne possédaient pas jusque-là. Toujours est-il que le prince Foggy, qui comptait passer 15 jours à Venise, rentra à Rome le jour même et fut reçu quelques jours après en audience par le roi au sujet de propriétés que nous croyons l'avoir déjà dit, le prince possédait en Sicile. Le cabinet végéta plus longtemps qu'on l'aurait cru. À sa chute, le roi consulta divers hommes d'État sur le chef qu'il convenait de donner au nouveau cabinet. Puis il fit appeler M. Jollity, qui accepta. 3 mois après, un journal raconta l'entrevue du prince Foggy avec M. de Norpois. La conversation était rapportée comme nous l'avons fait, avec la différence qu'au lieu de dire « M. de Norpois » demanda finement, on lisait « dit avec ce fin et charmant sourire qu'on lui connaît ». M. de Norpois jugea que « finement » avait déjà une force explosive suffisante pour un diplomate et que cette injonction était pour le moins intempestive. Il aurait bien demandé que le Quai d'Orsay démentît officiellement, mais le Quai d'Orsay ne savait où donner la tête. En effet, depuis que l'entrevue avait été dévoilée, M. Barrère télégraphiait plusieurs fois par heure avec Paris pour dire qu'il y avait un ambassadeur officieux au Quirinal et pour rapporter le mécontentement que ce fait avait produit dans l'Europe entière. Ce mécontentement n'existait pas, mais les divers ambassadeurs étaient trop polis pour démentir M. Barrère, leur assurant que sûrement tout le monde était révolté. M. Barrère, n'écoutant que sa pensée, prenait ce silence courtois pour une adhésion. Aussitôt, il télégraphiait à Paris. « Je me suis entretenu 1 heure durant avec le marquis Visconti Venosta. Ses secrétaires étaient sur les dents. » Pourtant, M. de Norpois avait à sa dévotion un très ancien journal français et qui, même en 1870, quand il était ministre de France, dans un pays allemand, lui avait rendu un grand service. Ce journal était, surtout le premier article non signé, admirablement rédigé. Mais il intéressait 1000 fois davantage quand ce premier article, dit « Premier Paris dans ses temples lointains » et appelé aujourd'hui on ne sait pourquoi éditorial, était au contraire mal tourné, avec des répétitions de mots infinis, etc. Chacun sentait alors avec émotion que l'article avait été inspiré, peut-être par M. de Norpois, peut-être par tel autre grand maître de l'heure. Pour donner une idée anticipée des événements d'Italie, montrons comment M. de Norpois se servit de ce journal en 1870.
Inutilement trouvera-t-on, puisque la guerre eut lieu tout de même très efficacement. Pensait Monsieur de Norpois, dont l'axiome était qu'il faut avant tout préparer l'opinion. Ces articles où chaque mot était pesé ressemblaient à ces notes optimistes que suit immédiatement la mort du malade. Par exemple, en 1870, à la veille de la déclaration de guerre, quand la mobilisation était presque achevée, Monsieur de Norpois, restant dans l'ombre naturellement, avait cru devoir envoyer à ce journal fameux l'éditorial suivant. L'opinion semble prévaloir dans les cercles autorisés que depuis hier, dans le milieu de l'après-midi, la situation, sans bien avoir entendu un caractère alarmant, pouvait être envisagée comme sérieuse et même, par certains côtés, comme susceptible d'être considérée comme critique. Monsieur le marquis de Norpois aurait eu plusieurs entretiens avec le ministre de Prusse avant d'examiner dans un esprit de fermeté et de conciliation, d'une façon tout à fait concrète, les différents motifs de friction existants, si l'on peut parler ainsi. La nouvelle n'a malheureusement pas été reçue par nous à l'heure où nous mettons sous presse qu'ils aient pu se mettre d'accord sur une formule pouvant servir de base à un instrument diplomatique. Dernière heure. On a appris avec satisfaction, dans les cercles bien informés, qu'une légère détente semble s'être produite dans les rapports franco-prussiens. On attacherait une importance toute particulière au fait que M. de Norpois aurait rencontré Hunter den Linden, le ministre d'Angleterre, avec qui il s'est entretenu une vingtaine de minutes. Cette nouvelle est considérée comme satisfaisante par les sphères bien renseignées. Et le lendemain, on lisait dans l'éditorial, il semblerait malgré tout la souplesse de M. de Norpois, à qui tout le monde se plaît à rendre hommage, pour l'habile énergie avec laquelle il a su défendre les droits imprescriptibles de la France, qu'une rupture n'a plus, pour ainsi dire, presque aucune chance d'être évitée. Le journal ne pouvait pas se dispenser de faire suivre un pareil éditorial de quelques commentaires, envoyés bien entendu par Monsieur de Norpois. On a peut-être remarqué dans les pages précédentes que le conditionnel était une des formes grammaticales préférées de l'ambassadeur dans la littérature diplomatique. Mais le présent de l'indicatif, pris non pas dans son sens habituel, mais dans celui de l'ancien optatif, n'était pas moins cher à Monsieur de Norpois. Les commentaires qui suivaient l'éditorial étaient ceux-ci. Jamais le public n'a fait preuve d'un calme aussi admirable. Monsieur de Norpois aurait bien voulu que ce fût vrai, mais craignait tout le contraire. Il est las des agitations stériles et a appris avec satisfaction que le gouvernement de Sa Majesté prendrait ses responsabilités selon les éventualités qui pourraient se produire. Le public n'en demande pas davantage. À son beau sang-froid, qui est déjà un indice de succès, nous ajouterons encore par une nouvelle bien faite pour assurer l'opinion publique s'il en était besoin. On assure en effet que Monsieur de Norpois, qui pour raison de santé devait depuis longtemps venir faire à Paris une petite cure et aurait quitté Berlin où il ne jugeait plus sa présence utile. Dernière heure, Sa Majesté l'Empereur a quitté ce matin Compiègne pour Paris, afin de conférer avec le marquis de Norpois, le ministre de la Guerre, et le maréchal Bazaine, en qui l'opinion publique a une confiance particulière. S.M. l'Empereur a décommandé le dîner qu'il devait offrir à sa belle-sœur, la duchesse d'Albe. Cette mesure a produit partout, dès qu'elle a été connue, une impression particulièrement favorable. L'empereur a passé en revue les troupes dont l'enthousiasme est indescriptible, quelques corps sur un ordre de mobilisation lancé aussitôt l'arrivée des souverains à Paris sont à toute éventualité partis dans la direction du Rhin. Après le déjeuner, quand je n'allais pas errer seule dans Venise, je montai me préparer dans ma chambre pour sortir avec ma mère. Au coup brusque que les coudes du mur donnaient à celui-ci et qui lui faisaient rentrer ses angles, je sentais les restrictions
édictée par la mère, la parcimonie au sol. Et en descendant pour rejoindre maman qui m'attendait à cette heure, où à Combray il faisait si bon goûter le soleil tout proche dans l'obscurité conservée par les volets clos, ici, du haut en bas de l'escalier de marbre dont on ne savait pas plus que dans une peinture de la Renaissance, s'il était dressé dans un palais ou sur une galère, la même fraîcheur et le même sentiment de la splendeur du dehors était donné grâce au vellum qui se mouvait devant les fenêtres perpétuellement ouvertes et par lesquelles, dans un incessant courant d'air, l'ombre tiède et le soleil verdâtre filaient comme une surface flottante et évoquaient le voisinage mobile, l'illumination, la miroitante instabilité du flot, la veille de notre départ. Nous voulûmes pousser jusqu'à Padoue, où se trouvaient ses vices et ses vertus, dont M. Swann m'avait donné les reproductions, après avoir traversé en plein soleil le jardin de l'Aréna. J'entrai dans la chapelle des Giotto, où la voûte entière et les fonds des fresques sont si bleus qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil, elle aussi, avec le visiteur, et soit venue un instant mettre à l'ombre et offrer son ciel pur, à peine un peu plus foncé, d'être débarrassé des dorures de la lumière, comme en ces courts répits dont s'interrompent les plus beaux jours, quand, sans qu'on ait vu aucun nuage, le soleil, ayant tourné son regard ailleurs pour un moment, l'azur plus doux encore s'assombrit. Dans ce ciel, sur la pierre bleuie, des anges volaient avec une telle ardeur céleste, ou au moins enfantine qu'ils semblaient des volatiles d'une espèce particulière, ayant existé réellement, ayant dû figurer dans l'histoire naturelle des temps bibliques et évangéliques, et qui ne manquent pas de voler devant les saints quand ceux-ci se promènent. Il y en a toujours quelques-uns de lâchés au-dessus d'eux. On les voit s'élevant, décrivant ses courbes, mettant la plus grande aisance à exécuter des loopings, fondant vers le sol, la tête en bas, à grand renfort d'ailes qui leur permettent de se maintenir dans des conditions contraires aux lois de la pesanteur. Ils font beaucoup plus penser à une variété d'oiseaux ou à de jeunes élèves de Fonck s'exerçant au vol plané qu'aux anges de l'art de la Renaissance et des époques suivantes, dont les ailes ne sont plus que des emblèmes et dont le maintien est habituellement le même que celui de personnages célestes qui ne seraient pas ailés. Le soir où je sortais seule au milieu de la ville enchantée, où je me trouvais au milieu du quartier nouveau comme un personnage des mille et une nuits, il était bien rare que je ne découvrisse, pas au hasard, de mes promenades quelques places inconnues et spacieuses dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. Je m'étais engagée dans un réseau de petites ruelles, de calis divisant en tous sens de leur rainure le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune comme s'il avait cristallisé, suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semblait que dans la matière cristallisée se fût produite une distension. Un vaste et somptueux campo à qui je n'eusse assurément pas, dans ce réseau de petites rues, pu deviner cette importance, ni même trouver une place, s'étendait devant moi, entouré de charmants palais, pâles de clair de lune. C'était un de ces ensembles architecturaux vers lesquels, dans une autre ville, les rues se dirigent, vous conduisent et le désignent. Ici, il semblait exprès caché dans un entrecroisement de ruelles, comme ces palais de contes orientaux où on mène la nuit. Un personnage qui, ramené chez lui avant le jour, ne doit pas pouvoir retrouver la demeure magique, où il finit par croire qu'il n'est allé qu'en rêve. Le lendemain, je partis à la recherche de ma belle place nocturne. Je suivais des calis qui se ressemblaient toutes et se refusaient à me donner le moindre renseignement, sauf pour m'égarer mieux. Parfois, un vague indice que je croyais reconnaître me faisait supposer que j'allais voir apparaître dans sa claustration, sa solitude et son silence, la belle place exilée. À ce moment, quelques mauvais génies qui avaient pris l'apparence d'une nouvelle cale
me faisait rebrousser chemin malgré moi, et je me trouvais brusquement ramenée au grand canal. Et comme il n'y a pas entre le souvenir d'un rêve et le souvenir d'une réalité de grande différence, je finissais par me demander si ce n'était pas pendant mon sommeil que s'était produit, dans un sombre morceau de cristallisation vénitienne, cet étrange flottement qui offrait une vaste place entourée de palais romantiques à la méditation de clair de lune. Quand j'appris, le jour même où nous allions rentrer à Paris, que Madame Putbus et par conséquent sa femme de chambre venaient d'arriver à Venise, je demandai à ma mère de remettre notre départ de quelques jours. L'air qu'elle eut de ne pas prendre ma prière en considération, ni même au sérieux, réveilla dans mes nerfs, excités par le printemps vénitien, ce vieux désir de résistance à un complot imaginaire, tramé contre moi par mes parents qui se figuraient que je serais bien forcée d'obéir. Cette volonté de lutte, désir qui me poussait jadis à imposer brusquement ma volonté à ceux que j'aimais le plus, quitte à me conformer à la leur, après que j'avais réussi à les faire céder. Je dis à ma mère que je ne partirai pas, mais elle, croyant plus habile de ne pas avoir l'air de penser que je disais cela sérieusement, ne me répondit même pas. Quand fut venue l'heure où, suivie de toutes mes affaires, elle partit pour la gare, je me fis apporter une consommation sur la terrasse devant le canal et m'y installer regardant ce coucher de soleil, tandis que sur une barque arrêtée en face de l'hôtel, un musicien chantait Sole Mio. Le soleil continuait de descendre. Ma mère ne devait pas être loin de la gare. Bientôt, elle serait partie. Je resterais seule à Venise, seule avec la tristesse de la savoir peinée par moi. Et sans sa présence pour me consoler. L'heure du train approchait. Ma solitude irrévocable était si prochaine qu'elle me semblait déjà commencée et totale. Les choses m'étaient devenues étrangères. Je n'avais plus assez de calme pour sortir de mon cœur palpitant et introduire en elle quelque stabilité. La ville que j'avais devant moi avait cessé d'être Venise. Sa personnalité, son nom, me semblaient comme des fictions menteuses que je n'avais plus le courage d'inculquer aux pierres. Les palais m'apparaissaient réduits à leur simple partie et quantité de marbre pareil à tout autre, et l'eau comme une combinaison d'hydrogène et d'azote, éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise, ignorante des doges et de Turner. Cependant, ce lieu quelconque était étrange comme un lieu où l'on vient d'arriver, qui ne vous connaît pas encore, comme un lieu dont les parties qui vous a déjà oublié. Je ne pouvais plus rien lui dire de moi. Je ne pouvais rien laisser de moi posé sur lui. Il me laissait contracter, je n'étais plus qu'un cœur qui battait et qu'une attention suivant anxieusement le développement du Sole Mio. J'avais beau raccrocher désespérément ma pensée à la belle coudée caractéristique du Rialto, il m'apparaissait avec la médiocrité de l'évidence comme un pont non seulement inférieur, mais aussi étranger à l'idée que j'avais de lui, qu'un acteur dont malgré sa perruque blonde et son vêtement noir, j'aurais su qu'en son essence il n'est pas Hamlet. Tels les palais, le canal, le Rialto, se trouvaient dévêtus de l'idée qui faisait leur individualité et dissous en leur vulgaire élément matériel. Dans le bassin de l'Arsenal, à cause d'un élément scientifique, lui aussi, la latitude, il y avait cette singularité des choses qui, même semblable en apparence à celle de notre pays, se révèle étrangère, en exil, sous d'autres cieux. Je sentais que cet horizon si voisin, que j'aurais pu atteindre en une heure, c'était une courbure de la terre tout autre que celle des mers de France. Une courbure lointaine qui se trouvait, par l'artifice du voyage, amarrée près de moi, si bien que ce bassin de l'Arsenal, à la fois insignifiant et lointain, me remplissait de ce mélange de dégoût et d'effroi que j'avais éprouvé tout enfant, la première fois que j'accompagnais ma mère au bain d'Hélinie. En effet, dans le site fantastique composé par une eau sombre qui ne couvrait pas le ciel ni le soleil, et que cependant borné par des cabines, on sentait communiquer avec d'invisibles profondeurs couvertes de corps humains. Je m'étais demandé si ces profondeurs cachées aux mortels par des baraquements
qui ne les laissait pas soupçonner de la rue n'était pas l'entrée des mers glaciales qui commençait là, si les pôles n'y étaient pas compris et si cet étroit espace n'était pas précisément la mer libre du pôle. Cette Venise irréelle, sans sympathie, où j'allais rester seule, ne me semblait pas moins isolée, moins irréelle, et c'était ma détresse que le chant de Sole Mio, s'élevant comme une déploration de la Venise que j'avais connue, semblait prendre à témoin. Sans doute, il aurait fallu cesser de l'écouter si j'avais voulu pouvoir rejoindre encore ma mère et prendre le train avec elle. Je restais immobile sans être capable non seulement de me lever, mais même de décider que je me lèverais. Ma pensée, sans doute pour ne pas envisager une résolution à prendre, s'occupait tout entière à suivre le déroulement des phrases successives de Sole Mio, à chanter mentalement avec le chanteur, à prévoir l'élan qui allait l'emporter, à m'y laisser aller avec elle aussi et à retomber ensuite. Sans doute, ce chant insignifiant, entendu 100 fois, ne m'intéressait nullement. Je ne pouvais faire plaisir à personne, ni à moi-même, en l'écoutant aussi religieusement jusqu'au bout. Enfin, aucun des motifs connus d'avance par moi de cette vulgaire romance ne pouvait me fournir la résolution dont j'avais besoin. Bien plus, chacune de ces phrases, quand elle passait à son tour, devenait un obstacle à prendre efficacement cette résolution, ou plutôt elle m'obligeait la résolution contraire de ne pas partir. Par là, cette occupation sans plaisir en elle-même d'écouter Sole Mio se chargeait d'une tristesse profonde, presque désespérée. Je sentais bien qu'en réalité c'était la résolution de ne pas partir et que je prenais par le fait de rester là, sans bouger, et me dire « je ne pars pas », ce qui ne m'était pas possible sous cette forme directe, mais le devenait sous cette autre. Je vais entendre encore une phrase de Sole Mio. La signification pratique de ce langage figuré ne m'échappait pas. Et tout en me disant « je ne fais en somme qu'écouter une phrase de plus », je savais que cela voulait dire « je resterai seule à Venise », et c'est peut-être cette tristesse comme une sorte de froid engourdissant qui faisait le charme désespéré mais fascinateur de ce chant. Chaque note que lançait la voix du chanteur avec une force et une ostentation presque musculaire venait me frapper en plein cœur. Quand la phrase était consommée et que le morceau semblait fini, le chanteur n'en avait pas assez et reprenait en haut comme il avait besoin de proclamer une fois de plus ma solitude et mon désespoir. Ma mère devait être arrivée à la gare, bientôt elle serait partie. J'étais étreint par l'angoisse que me causait avec la vue du canal devenu tout petit depuis que l'âme de Venise s'en était échappée, ce Rialto banal qui n'était plus le Rialto. Ce chant de désespoir que devenait Sole Mio et qui, ainsi, clamait devant les palais inconsistants, achevés de les mettre en miettes et consommer la ruine de Venise. J'assistais à la lente réalisation de mon malheur, construit artistement, sans hâte, note, par le chanteur que regardait avec étonnement le soleil arrêté derrière Saint-Georges, le majeur, si bien que cette lumière crépusculaire devait faire à jamais dans ma mémoire. Le frisson de mon émotion, la voix de bronze du chanteur, un alliage équivoque, immutable et poignant. Ainsi restais-je immobile, avec une volonté dissoute sans décision apparente. Sans doute à ces moments-là, elle est déjà prise. Nos amis eux-mêmes peuvent souvent la prévoir. Mais nous ne le pouvons pas, sans quoi tant de souffrances nous seraient épargnées. Mais enfin, d'antres plus obscurs que ceux d'où s'élance la comète, qu'on peut prédire grâce à l'insoupçonnable puissance défensive, de l'habitude invétérée grâce aux réserves cachées que par une impulsion subite, elle jette au dernier moment dans la mêlée, mon action surgit enfin. Les portières déjà fermées, mais à temps pour retrouver ma mère rouge d'émotion, se retenant pour ne pas pleurer car elle croyait que je ne viendrais plus. Puis le train partit, nous vîmes Padoue et Vérone venir au-devant du train nous dire adieu presque jusqu'à la gare, et quand nous fûmes éloignés, regagnés, elles qui ne partaient pas et allaient reprendre leur vie, l'une sa plaine, l'autre sa colline. Les heures passées, ma mère ne se pressa pas de lire les 2 lettres qu'elle avait seulement ouvertes, et tâcha que moi-même je ne tirasse pas tout de suite mon portefeuille pour prendre la lettre que le concierge de l'hôtel m'avait remise.
Elle craignait toujours que je ne trouvasse les voyages trop longs, trop fatigants. Reculer le plus tard possible pour s'occuper pendant les dernières heures, le moment où elle déballait les œufs durs, me passerait les journaux, défrait le paquet de livres qu'elle avait acheté sans me le dire. Je regardais d'abord ma mère qui lisait sa lettre avec étonnement et puis elle levait la tête. Cependant, j'avais reconnu l'écriture de Gilberte sur mon enveloppe. Je l'ouvris. Gilberte m'annonçait son mariage avec Robert de Saint-Loup. Elle me disait qu'elle m'avait télégraphié à ce sujet à Venise et n'avait pas eu la réponse. Je me rappelais comme on m'avait dit que le service de télégraphe y était mal fait. Tout d'un coup, je sentis dans mon cerveau un fait qui était installé à l'état de souvenir et quittait sa place pour la céder à un autre. La dépêche que j'avais reçue dernièrement et que j'avais crue d'Albertine, cette dépêche était finalement de Gilberte. Comme l'originalité assez factice de l'écriture de Gilberte consistait principalement, quand elle écrivait une ligne, à faire figurer dans la ligne supérieure les barres de T qui avaient l'air de souligner les mots ou les points sur les I qui avaient l'air d'interrompre les phrases de la ligne au-dessus, et en revanche à intercaler dans la ligne d'au-dessous les queues et arabesques des mots qui leur étaient superposés. Il était tout naturel que l'employé du télégraphe eût lu les boucles d'S ou de Y de la ligne supérieure comme une in finissant le mot de Gilberte. Le mot de Gilberte était monté au-dessus et faire point de suspension. Quant à son G, il avait l'air d'un A gothique, qu'en dehors de cela 2 ou 3 mots eussent été mal lus, pris les uns dans les autres. Cela était suffisant pour expliquer les détails de mon erreur et n'était même pas nécessaire. Combien de lettres lit dans un mot une personne distraite et surtout prévenue, qui part de l'idée que la lettre est d'une certaine personne, combien de mots dans la phrase. On devine en lisant, on crée toute part d'une erreur initiale, celles qui suivent. Si extraordinaire qu'elle puisse paraître à celui qui n'a pas le même point de départ, sont toutes naturelles. Une bonne partie de ce que nous croyons, et jusque dans les conclusions dernières, c'est ainsi, avec un entêtement et une bonne foi égale, vient d'une première méprise sur les prémices. Ce sera tout pour cet épisode d'Albertine disparue de Marcel Proust. Je propose qu'on se retrouve prochainement pour une autre œuvre de Marcel Proust qui s'appelle La prisonnière, qui n'est autre que le début d'Albertine disparue. D'ici là, portez-vous bien. Une très belle nuit pour ceux parmi vous qui cherchent à dormir et une très belle journée pour ceux parmi vous qui vont se lever pour aller travailler. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur D8.